Le millionnaire ouvre la porte et sent son cœur s'arrêter de peur. Devant lui, un homme identique, tenant un enfant. Le passé qu'il a enterré revient comme un coup silencieux, et la vérité qui arrive à sa porte peut tout détruire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. L'hôtel particulier d'Édouard Tavernier était le genre d'endroit où le silence avait un poids. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit, mais une présence presque palpable, comme si l'air lui-même avait appris à ne pas faire de bruit. Situé dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, au sommet d'une colline boisée à quelques minutes de l'agitation de l'avenue des Champs-Élysées, la propriété était entourée de hauts murs, de caméras de sécurité et d'une grille en fer forgé qui maintenait le monde extérieur là où il devait être. La maison avait été construite dans les années 80 par un architecte italien, avec des lignes modernistes qui semblaient défier le temps. Les jardins environnants étaient impeccables, entretenus par une équipe qui venait 2 fois par semaine et qu'Édouard voyait rarement. Tout était organisé de manière à ne pas perturber sa routine, sa paix. Où serait-ce sa prison? Édouard aimait ça. Ou du moins, c'est ce qu'il se répétait. Il aimait l'ordre, la prévisibilité, le contrôle absolu sur chaque aspect de sa vie. À 45 ans, il avait bâti un empire dans le secteur immobilier, achetant des terrains oubliés et les transformant en projets de luxe qui changeaient le visage de quartiers entiers. Il était parti de rien, fils d'un employé de banque et d'une institutrice. Il avait grandi dans un appartement exigu du 20e arrondissement de la ville. Son enfance avait été marquée par la détermination d'être différent, de s'élever, de conquérir. Et il y était parvenu. Sa signature était visible dans toute la ville, sur des immeubles aux façades de verre qui reflétaient le ciel gris de Paris comme des promesses d'un avenir étincelant. Son nom était respecté, craint même, dans les cercles d'affaires. Mais à l'intérieur de cet immense hôtel particulier, entouré de tous les symboles de sa réussite, Édouard vivait seul, complètement seul. Ce n'était pas une solitude accidentelle, c'était un choix. Ou du moins, c'est ce qu'il se disait chaque matin, en buvant son café sans sucre et en lisant les journaux financiers dans sa salle à manger vide, assis à une table pouvant accueillir 12 personnes, mais qui n'avaient jamais vu plus que lui. Il y avait quelque chose de troublant dans ce rituel solitaire, la tasse en porcelaine fine touchant la soucoupe avec un son délicat qui résonnait dans la pièce. L'odeur du café fraîchement moulu mêlée à l'arôme de bois ciré. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux de lin blanc et créant des motifs géométriques sur le sol en marbre. Tout était parfait, tout était vide. Il avait des secrétaires efficaces qui organisaient son emploi du temps avec une précision militaire. Il avait des chauffeurs qui connaissaient chaque raccourci de la ville et le conduisaient à ses rendez-vous toujours 10 minutes à l'avance. Il avait des gardes du corps discrets qui vérifiaient chaque visiteur, chaque livraison, chaque mouvement suspect. Il avait un chef particulier, Renaud, un homme d'une 50aine d'années, qui venait 3 fois par semaine préparer des repas sophistiqués qu'Édouard mangeait seul, sans vraiment les savourer. Mais aucun d'eux ne restait plus longtemps que nécessaire. Aucun d'eux ne parlait au-delà du strict cadre professionnel. Édouard appréciait l'efficacité, pas la compagnie. Du moins, c'est ce dont il se persuadait. La vérité, cette vérité qu'il repoussait dans le coin le plus sombre de sa conscience, était que les relations l'effrayaient. Elles étaient compliquées, imprévisibles, pleines d'attentes qu'il ne savait pas comment satisfaire. Elles exigeaient une vulnérabilité qu'il avait appris à verrouiller il y a longtemps. Et après cet épisode, des années auparavant, cet épisode qui le réveillait encore au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, il avait décidé que c'était mieux ainsi, mieux seul, en contrôle, intouchable, que de risquer à nouveau ce genre de douleur. La douleur de perdre quelqu'un, la douleur d'être abandonné, la douleur de ne pas être suffisant. Ce dimanche matin, le ciel de Paris était chargé de nuages bas et denses, promettant une pluie qui n'était pas encore arrivée mais qui rendait l'air lourd et humide. Édouard se réveilla plus tôt que d'habitude, perturbé par un rêve dont il ne se souvenait pas bien, mais qui lui avait laissé une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de changer. Des fragments du rêve flottaient dans son esprit comme des feuilles au vent. Une porte qui s'ouvre, un visage qu'il reconnaissait mais n'identifiait pas, une voix qui appelait son nom.
Ou était-ce un autre nom? Il secoua la tête, irrité contre lui-même de prêter attention à ses bêtises. Il chassa cette pensée avec détermination. Il ne croyait pas aux présages, aux signes, aux intuitions. Il croyait aux données, aux faits, à la réalité tangible. Il prit une longue douche chaude, laissant l'eau presque bouillante laver tout vestige de ce malaise matinal. Il se rasa avec soin, observant son propre reflet dans le miroir embué. 45 ans, quelques rides autour des yeux, quelques cheveux gris sur les tempes qu'il avait commencé à teindre discrètement. Il était encore un bel homme, il le savait. Grand, les épaules larges, la posture droite, les yeux sombres hérités de sa mère, la mâchoire forte qui venait de son père. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une froideur dont il ne savait pas d'où elle venait. Ou peut-être le savait-il, mais préférait ne pas l'admettre. Il enfila un polo bleu marine et un pantalon en lin beige, des vêtements décontractés mais chers, du genre qui criait l'argent en chuchotant. Il descendit à la cuisine, ses pas résonnant sur les marches en marbre de l'escalier. C'était dimanche, et le dimanche, il congédiait tout son personnel. C'était son moment, son espace. Il aimait avoir la maison pour lui. Seul, marcher dans les couloirs vides et sentir que tout cela lui appartenait de manière absolue. Chaque tableau au mur, choisi personnellement dans des galeries d'art. Chaque meuble, conçu sur mesure. Chaque détail, un reflet de son goût, de son contrôle. Il n'y avait personne pour le juger, le questionner, le déranger. C'était parfait, c'était solitaire, mais il avait fait la paix avec ça. Ou du moins, il faisait très bien semblant. Il préparait son expresso dans la machine italienne importée, celle qui avait coûté une petite fortune et qu'il utilisait avec un plaisir rituel chaque matin, quand il entendit la sonnette. Le son résonna dans la maison avec une insistance qui semblait déplacée en cette matinée silencieuse. Une fois, 2 fois, 3 fois, comme si la personne de l'autre côté savait qu'Édouard était là et n'acceptait pas d'être ignoré. Édouard fronça les sourcils, sentant une irritation monter le long de sa colonne vertébrale. Qui avait l'audace de se présenter sans prévenir, sans être annoncé par le concierge? Personne ne passait par l'entrée principale sans autorisation. La résidence privée était sécurisée 24 heures sur 24. Il y avait des protocoles, il y avait des règles et il payait. Très cher pour que ces règles soient respectées. Il laissa son café à moitié bu et se dirigea vers le hall d'entrée, ses pas résonnant sur le sol en marbre froid. Le hall était impressionnant, avec une double hauteur sous plafond, un lustre en cristal qui pendait du plafond comme une cascade de lumière gelée, et des murs recouverts de papier peint texturé dans des tons de gris. Dans un coin, près de la porte massive en bois sombre, se trouvait un moniteur haute définition qui affichait les images de toutes les caméras de sécurité de la propriété. Édouard s'approcha, activa l'écran d'un simple contact et sélectionna la caméra de l'entrée principale. Et c'est alors que son cœur fit un bond étrange, presque douloureux. Un bond qui sembla arrêter le temps pendant une seconde infinie. De l'autre côté de la grille en fer forgé, debout sous la lumière faible et diffuse du matin nuageux, se tenait un homme. Un homme avec son visage. Ce n'était pas une vague ressemblance, de celle que le hasard génétique produit parfois entre des inconnus dans les aéroports ou les restaurants. Ce n'était pas le genre de ressemblance qui vous fait regarder 2 fois en pensant que vous devez avoir un parent éloigné quelque part. C'était une réplique exacte, parfaite, effrayante. Les mêmes yeux sombres et légèrement enfoncés, comme s'ils portaient un poids invisible. La même ligne de mâchoire, anguleuse et définie. Le même nez droit avec une légère courbure à la pointe. Les mêmes sourcils épais. La même façon de pencher légèrement la tête vers la gauche en réfléchissant. Édouard sentit la pièce tourner un instant. Son estomac se noua. Ses mains devinrent moites. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être réel. Ce devait être une sorte de supercherie, un montage vidéo, un pirate informatique s'introduisant dans son système de sécurité pour lui jouer un tour élaboré. Mais l'image à l'écran ne changeait pas, ne présentait aucun défaut, ne montrait aucun signe de manipulation. L'homme était toujours là, debout avec un calme troublant, les mains dans les poches d'une veste en cuir noir, et à côté de lui se tenait un enfant. Un petit garçon, de pas plus de 5 ans, tenant la main de l'homme avec une expression trop sérieuse pour quelqu'un de si jeune.
L'enfant portait un sweatshirt rouge à capuche et un jean usé. Ses cheveux étaient châtain clair et en désordre, comme s'il venait de se réveiller. Et ses yeux. Même à travers l'écran, même avec la distance et la qualité limitée de la caméra, Édouard pouvait voir quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui le fit trembler. Édouard ouvrit la porte sans réfléchir, mu par un instinct qu'il ne savait pas posséder. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il déverrouillait la serrure électronique et tournait la lourde poignée. L'air froid du matin entra en même temps que la vision directe de l'impossible, lui frappant le visage comme une gifle. Il était là. Ce n'était pas une image, déformée par des lentilles et des pixels. C'était de la chair et du sang, réel, palpable, terrifiant. L'homme le fixa droit dans les yeux, sans peur, sans surprise, sans aucune des réactions qu'Édouard aurait attendues de quelqu'un qui s'introduisait sur la propriété d'un étranger. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme s'il savait déjà qu'Édouard ouvrirait la porte, comme si tout cela avait été répété 1000 fois. Il y avait une tranquillité dans ses yeux qui était presque contre nature, une acceptation sereine de l'absurde. Édouard resta paralysé, son esprit essayant de traiter ce que ses yeux voyaient, mais que son cerveau refusait d'accepter. C'était comme regarder un miroir en 3 dimensions, sauf que le reflet avait sa propre vie, respirait, clignait des yeux, existait indépendamment de lui. « Bonjour, Édouard », dit l'homme d'une voix qui était à la fois familière et étrange. C'était la voix d'Édouard, avec le même timbre profond, la même cadence. Mais il y avait des différences subtiles, une douceur qu'il n'avait jamais utilisée, une gentillesse presque étudiée, comme si chaque mot était soigneusement pesé avant d'être prononcé, une qualité presque mélancolique qu'Édouard ne reconnaissait pas en lui-même. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça fait longtemps ?» Édouard voulut crier. « Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Vous ne pouvez pas être réel. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, formant un nœud qu'il ne pouvait défaire. Il ne put répondre. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. Ses yeux se détournèrent envers le garçon, qui l'observait avec une intensité troublante. Les yeux de l'enfant étaient clairs, presque dorés sous cette lumière grise, mais il y avait quelque chose en eux qu'Édouard reconnaissait. Un éclat, une profondeur, quelque chose qu'il avait vu dans le miroir quand il était plus jeune, quand il croyait encore que le monde pouvait être plus que des chiffres et des contrats, et des murs qui maintenaient les gens à une distance de sécurité. « Je peux entrer ?» demanda l'homme, mais il faisait déjà un pas en avant. Ce n'était pas une intrusion agressive, mais une présence inévitable, comme la pluie qui était sur le point de tomber. Édouard recula instinctivement, et les deux entrèrent. L'enfant regarda autour de lui avec curiosité, mais ne lâcha pas la main de l'homme. « Qui êtes-vous » réussit finalement à articuler Édouard, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Mon nom n'a pas d'importance » répondit l'homme, en fermant la porte derrière lui avec un soin presque affectueux. « Mais vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je suis vous. Ou plutôt, j'ai été fait pour être vous. » Édouard sentit un rire amer lui monter à la gorge, mais il ne put le laisser sortir. C'était absurde. Ce devait être un canular, une sorte d'arnaque élaborée. Mais en regardant ce visage identique au sien, sa certitude commençait à se fissurer. « Je ne comprends pas, dit-il, et il détesta à quel point il paraissait vulnérable. L'homme soupira comme s'il était fatigué de porter un poids qui n'était pas le sien. « Voici Michel, dit-il en désignant le garçon, votre fils. » Les mots tombèrent sur Édouard comme un seau d'eau glacée. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Le garçon continuait de le regarder avec ses yeux qui ne mentaient pas, ses yeux qui ne pouvaient être inventés. « C'est impossible, » murmura Édouard en secouant la tête. « Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais... »« Vous en avez eu un, » l'interrompit l'homme, sa voix gagnant une fermeté qui fit reculer Édouard d'un pas. « Vous l'avez eu avec Clarisse, vous vous souvenez d'elle ?» Le nom frappa Édouard comme un coup de poing direct à l'estomac. Clarisse. Le mot résonna dans son esprit, apportant avec lui une avalanche de souvenirs qu'il avait enfermés avec tant de soin. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Comment aurait-il pu l'oublier? Elle avait été la seule personne qui avait réussi à traverser ses défenses impénétrables, la seule qui lui avait fait imaginer une vie différente, une vie ayant un sens au-delà du succès matériel. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de bienfaisance 8 ans plus tôt. Il était là par obligation sociale, pour réseauter,
pour être vue avec les bonnes personnes. Elle était là parce qu'elle croyait en la cause. Elle était architecte, travaillait dans une ONG qui construisait des logements sociaux dans des communautés défavorisées autour de Paris. Elle avait des cheveux sombres qui tombaient en vagues naturelles sur ses épaules, des yeux bruns pleins de détermination et de passion. Et ce rire qui illuminait la pièce comme si quelqu'un avait allumé toutes les lumières d'une salle obscure. Édouard avait été fasciné, hypnotisé. Il l'avait observée toute la soirée de l'autre côté de la salle. Il avait vu comment elle parlait avec passion de son travail. Comment ses yeux brillaient lorsqu'elle décrivait les familles qu'elle avait aidées à avoir un foyer digne. Comment elle riait de ses propres blagues. Comme elle était authentique, vraie d'une manière que les gens du cercle d'Édouard n'étaient jamais. À la fin de la soirée, il avait rassemblé son courage et s'était approché. Ils avaient parlé jusqu'à la fin de l'événement. Puis ils avaient continué à parler dans un café qui était sur le point de fermer. Et ensuite, ils avaient marché dans les rues désertes de Paris jusqu'à l'aube. Édouard était tombé amoureux d'une manière qu'il ne savait même pas possible, d'une manière qui effrayait et libérait à la fois. Pendant 6 mois, ils furent inséparables. Il avait réappris à rire, à rêver, à imaginer un avenir qui ne consistait pas seulement à construire des immeubles, mais à construire une vie. Clarisse parlait de se marier et d'avoir des enfants, de créer quelque chose ensemble qui serait plus grand qu'eux. Elle voyait en lui quelque chose qu'il ne voyait pas. Elle croyait que derrière ces murs se cachait un homme bon, capable d'aimer. Et puis elle avait disparu, simplement volatilisée, du jour au lendemain. Elle ne répondait plus aux appels, ne répondait plus aux messages. Les appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Les messages étaient marqués comme livrés mais jamais lus. Édouard était allé chez elle, un appartement simple mais chaleureux à Batignolles, et avait trouvé l'endroit vide, les fenêtres fermées. Aucune trace de vie récente. Il avait cherché désespérément, demandé à ses amis. Il était allé à l'ONG où elle travaillait. Personne ne savait rien. C'était comme si elle avait été effacée de la carte, comme si elle n'avait jamais existé. Avec le temps, la douleur s'était transformée en colère. La colère s'était transformée en résignation. Édouard s'était convaincu qu'il avait été abandonné, que tout cela avait été une erreur, qu'elle avait réalisé qu'il était exactement ce qu'il semblait être en surface, froid, calculateur, incapable de donner ce dont elle avait besoin, qu'elle s'était enfuie avant qu'il ne soit trop tard. Et il avait gardé cette douleur au plus profond de lui-même, l'avait enterrée sous des couches de travail et d'ambition et avait construit des murs encore plus hauts autour de son cœur. Il s'était juré de ne plus jamais laisser personne entrer, de ne plus jamais risquer de ressentir cette douleur à nouveau. Clarisse m'a dit qu'elle était enceinte, continua l'homme, sa voix plus douce maintenant, comme s'il racontait une histoire triste à un enfant. Elle a essayé de te parler. Elle a appelé, envoyé des lettres, est venue à ton bureau. Mais tu n'as jamais rien reçu de tout ça, n'est-ce pas? Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, il n'avait rien reçu. Mais comment cela pouvait-il être vrai? Comment quelqu'un aurait-il pu tout intercepter? Elle est partie il y a 2 ans, dit l'homme, et Édouard comprit l'euphémisme. Clarisse n'était plus là, elle était partie en croyant que tu l'avais rejetée, que tu ne voulais rien avoir à faire avec elle ou avec le bébé. Mais avant de partir, elle m'a laissé une lettre, et dans cette lettre, elle m'a raconté la vérité, ou du moins une partie. Édouard regarda de nouveau le garçon, Michel. Le nom résonnait dans son esprit comme une cloche lointaine. L'enfant avait ses yeux, il avait son menton, il avait cette façon d'observer le monde avec méfiance. « Et vous ?» réussit à demander Édouard en regardant l'homme. « Qui êtes-vous vraiment ?» L'homme sourit, mais c'était un sourire triste, sans joie. « Je suis un substitut. J'ai été créé, façonné, programmé pour être vous quand vous ne pouviez pas être présent. Il y a une organisation, Édouard, une organisation dont vous n'imaginez même pas l'existence. Ils font ça avec des personnes importantes, des gens de pouvoir et d'influence. Ils créent des copies, des versions contrôlées. Et ces versions vont à des réunions mineures, des événements secondaires, des situations où la présence est nécessaire mais pas cruciale. Vous pensez avoir été partout où les gens disent vous avoir vu? Vous pensez avoir fait tout ce que votre calendrier indique? Édouard sentit le monde s'effondrer autour de lui. C'était de la folie. Ça devait l'être. Mais la voix de l'homme était si calme, si sûre. Et il y avait des détails.
Des détails que seul Édouard pouvait connaître. L'homme connaissait la cicatrice sur son genou gauche, d'un accident de vélo à 10 ans. Il connaissait sa peur du vide, qu'Édouard n'avait jamais avouée à personne. Il connaissait le rêve récurrent d'un couloir sans fin. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Édouard, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Pourquoi me racontez-vous ça ?»« Parce que je me suis enfui, » répondit l'homme, et pour la première fois, Édouard vit de la peur dans ses yeux. « J'ai été créé sans sentiment, sans volonté propre, mais quelque chose a mal tourné, ou peut-être bien tourné selon le point de vue. Quand j'ai connu Michel, quand je l'ai tenu pour la première fois, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai ressenti de l'amour, de la protection, de la peur, et quand j'ai ressenti, j'ai compris que je ne pouvais plus être un outil, je ne pouvais plus être un objet. L'organisation a essayé de me désactiver, a essayé de me faire disparaître, mais je me suis enfui, et j'ai amené Michel parce qu'il n'est pas en sécurité avec eux. Pourquoi ne serait-il pas en sécurité ? Demanda Édouard, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Parce qu'il n'est pas seulement votre fils, dit l'homme, en regardant Édouard droit dans les yeux. Il fait partie de quelque chose de plus grand. Ils le veulent. Et ils n'arrêteront pas avant de l'avoir. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse traiter tout ce qui semblait à la fois impossible et réel, un son déchira le silence. Le bruit de moteur, de voitures, plusieurs voitures. L'homme se tendit, tournant la tête vers la fenêtre. « Ils sont là, dit-il, et sa voix portait un désespoir qui fit s'emballer le cœur d'Édouard. Ils nous ont trouvés. Édouard se précipita vers la fenêtre et vit ce qu'il ne voulait pas voir. 3 berlines noires, aux vitres teintées, se garant devant sa propriété. Des hommes sortaient des véhicules, vêtus de costumes noirs impeccables, se déplaçant avec une précision militaire. Ils ne sonnèrent pas. Ils commencèrent simplement à encercler la maison. « Verrouillez les portes », ordonna l'homme en prenant Michel dans ses bras. « Verrouillez tout. Maintenant. » Édouard obéit sans poser de questions. Ses instincts de survie avaient pris le dessus. Il courut à travers la maison, verrouillant les portes, activant les systèmes de sécurité qu'il avait installés plus par paranoïa que par réelle nécessité. L'hôtel particulier se transforma en forteresse. Quand il revint dans le hall, l'homme était accroupi à côté de Michel, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. L'enfant hocha la tête, sérieux, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait. « Ils n'entreront pas facilement, » dit Édouard, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Nous avons du temps. »« Du temps pourquoi ?» demanda l'homme en se relevant. « Du temps pour accepter que tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie est un mensonge ?» Édouard n'avait pas de réponse. Il regarda le garçon qui l'observait maintenant avec une expression à la fois curieuse et triste. « Monsieur, » dit Michel d'une voix fine et hésitante, « vous me ressemblez. » Et à cet instant, quelque chose se brisa en Édouard. Ce n'était pas seulement la ressemblance physique, c'était le ton, la sincérité, l'innocence de ses mots. Il se baissa, se mettant à la hauteur du garçon, et pour la première fois depuis longtemps, il permit à ses défenses de tomber. « Je suis, » commença-t-il, mais il ne savait pas comment finir. « Je suis quelqu'un qui aurait dû être là, quelqu'un qui aurait dû te connaître depuis le début. » Michel pencha la tête, étudiant le visage d'Édouard avec attention. « Maman parlait de vous, elle disait que vous étiez bon, mais que vous étiez loin. » Édouard sentit quelque chose de chaud lui monter aux yeux, quelque chose qu'il ne s'était pas permis depuis des années. « Je ne savais pas, dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, c'était la vérité absolue. Je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant je le sais, et je ne laisserai rien t'arriver. » L'homme identique à Édouard observait la scène avec une expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose qui ressemblait à du soulagement sur son visage, comme s'il avait attendu ce moment, comme s'il avait tout misé sur cet instant de connexion. Dehors, les hommes en noir commencèrent à tester les portes, les fenêtres. Ils se déplaçaient méthodiquement, sans hâte, sachant que le temps était de leur côté. Édouard sentit le poids de la situation. Il était puissant, avait des ressources, des contacts. Mais cela était différent. C'était quelque chose au-delà de l'argent et de l'influence. « Nous avons besoin d'un plan, » dit-il en se relevant et en faisant face à son sosie. « J'ai besoin de tout savoir, absolument tout. Qui sont ces hommes? Que veulent-ils?
Et pourquoi Michel est-il si important? L'homme prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une porte qui ne pourrait plus être refermée. « Je vais te raconter tout ce que je sais. Mais tu dois être prêt, Édouard. Parce que quand j'aurai fini, tu ne sauras plus qui tu es. Tu ne sauras pas si tu es vraiment toi. » Édouard déglutit. « Raconte, dit-il. » Et ainsi, tandis que les hommes en noir encerclèrent l'hôtel particulier et que le ciel de Paris commençait enfin à déverser sa pluie, deux hommes identiques et un enfant porteur d'un secret s'assirent dans le salon silencieux, et la vérité commença à se dérouler comme une pelote de laine qui, une fois tirée, ne pouvait plus être rembobinée. L'homme commença à parler et Édouard écouta. Il entendit parler de l'organisation, des substituts, des vies volées et des identités forgées. Il entendit parler de Clarisse, de la façon dont elle avait été surveillée, de la façon dont chaque tentative de contact avait été bloquée. Il entendit parler de la naissance de Michel, de la façon dont l'enfant avait été observé depuis le premier jour. Et il entendit parler de quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose qui faisait paraître tout le reste presque simple. « Michel n'est pas juste un enfant », dit l'homme en regardant le garçon qui dessinait maintenant quelque chose dans un cahier qu'il avait sorti de son sac à dos. « Il a quelque chose que même moi, je ne comprends pas complètement. Il se souvient de choses dont il ne devrait pas se souvenir. Il voit des choses qu'il ne devrait pas voir. C'est comme s'il était connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende la compréhension normale. » Édouard sentit un frisson. « Que veux-tu dire? Il sait des choses sur toi, sur moi, sur des endroits où il n'a jamais été. C'est comme s'il avait accès à des mémoires qui ne sont pas les siennes. Ou peut-être le sont-elles. Peut-être est-il la clé pour comprendre ce qui se passe vraiment. » Édouard regarda le garçon. Michel dessinait avec concentration, sa langue légèrement sortie, comme le font les enfants quand ils sont concentrés. Sur le papier, Édouard pouvait voir le début de quelque chose, des lignes droites, des angles. Cela ressemblait à une carte, ou à un plan. « Michel, » appela doucement Édouard, « qu'est-ce que tu dessines ?» Le garçon leva les yeux, et un instant, Édouard eut l'étrange impression de ne pas regarder un enfant de 5 ans, mais quelqu'un de beaucoup plus âgé, de beaucoup plus sage. « La maison, » répondit simplement Michel, « notre maison. » Édouard sentit l'air lui manquer. Il prit le papier avec des mains tremblantes. C'était un plan détaillé de l'hôtel particulier. Chaque pièce, chaque couloir, chaque porte secrète que même tous les employés ne connaissaient pas. Et il y avait quelque chose de plus, une marque. Dans l'une des pièces du 2e étage, un endroit dont Édouard avait oublié l'existence, une chambre qu'il avait fermée à clé des années auparavant et n'avait plus jamais ouverte. « Comment sais-tu ça ?» demanda Édouard, sa voix presque défaillante. Michel haussa les épaules. « Je le sais, c'est tout. Comme je sais qu'il y a quelqu'un dehors. 3 voitures, 9 hommes, et ils attendent. » Édouard et le sosie se regardèrent. La peur était maintenant palpable. Dehors, la pluie s'intensifia. À l'intérieur de l'hôtel particulier, le temps semblait s'être figé. 3 personnes piégées dans une toile qu'ils commençaient à peine à comprendre. Et, dans l'ombre, au-delà des portes verrouillées, l'organisation attendait. Attendait avec la patience de ceux qui savent que, tôt ou tard, toutes les portes s'ouvrent et tous les secrets sont révélés. Édouard regarda son reflet humain, l'enfant qui portait son sang et ses yeux, et réalisa que sa vie, cette vie contrôlée et prévisible, avait pris fin au moment où il avait ouvert la porte. Maintenant, il allait devoir découvrir qui il était vraiment, et s'il était bien celui qu'il avait toujours pensé être. La pluie se mit à tomber avec force, frappant les fenêtres de l'hôtel particulier comme des doigts, impatients voulant entrer. Le son était rythmé, presque hypnotique, mais portait une menace implicite. Chaque goutte semblait crier que le temps s'écoulait, que la sécurité de cette maison était une illusion sur le point de se briser. Édouard observait les hommes en noir dehors, se déplaçant avec une coordination militaire qui lui nouait l'estomac. Ils ne semblaient pas pressés. Ils testèrent les portes, les fenêtres, marchaient autour de la propriété comme s'ils effectuaient une reconnaissance détaillée, comme des prédateurs étudiant leur proie avant l'attaque finale. Il n'y avait aucune urgence dans leurs mouvements, seulement une efficacité calculée qui était bien plus terrifiante que n'importe quelle démonstration de force. Édouard compta mentalement.
9 hommes au total, tous vêtus de costumes sombres impeccables qui ressemblaient plus à des uniformes qu'à des vêtements civils, tous se déplaçant avec une synchronisation troublante, comme s'ils partageaient un esprit collectif. Ils ne portaient pas d'armes visibles, mais Édouard savait que cela ne signifiait rien. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires, c'étaient des professionnels, et cela d'une certaine manière était bien pire. « Combien de temps avons-nous » demanda Édouard en s'éloignant de la fenêtre. Sa voix sonnait plus ferme qu'il ne se sentait. C'était une astuce qu'il avait apprise au fil des ans dans les salles de réunion. Ne jamais laisser voir la peur, ne jamais montrer de vulnérabilité. Le sosie était accroupi à côté de Michel, vérifiant les lacets des baskets du garçon avec une attention qui semblait excessive pour le moment. Mais Édouard comprit que c'était plus que cela. C'était un geste d'affection, de protection, une façon de calmer l'enfant sans utiliser de mots. Quand l'homme leva les yeux vers Édouard, il y avait une profonde inquiétude sur ce visage si familier. « Pas beaucoup, » répondit-il. « Ils vont attendre des renforts. L'organisation n'aime pas faire de scène. Public. Mais quand ils décident d'agir, ils agissent vite et sans laisser de traces. Nous avons peut-être 1 heure, peut-être 2. Cela dépend du nombre d'obstacles qu'ils rencontreront en chemin. » Édouard sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules. 1 heure, peut-être 2. Pour comprendre tout ce qui se passait, pour prendre des décisions qui pourraient changer sa vie à jamais, pour protéger un enfant qu'il connaissait à peine, mais qui portait son sang. C'était à la fois trop et trop peu de temps. « Alors parle, dit-il en croisant les bras. Raconte-moi tout, depuis le début. Qui t'a créé? Pourquoi existes-tu? Et pourquoi diable n'en ai-je jamais rien su ?» Le sosie prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise. Michel s'assit par terre à côté de lui, reprenant son cahier et commençant à dessiner avec une concentration qui semblait déplacée pour un enfant dans une situation si tendue. Édouard se demanda brièvement si le garçon comprenait vraiment le danger qu'il courait ou s'il était simplement bien entraîné pour rester calme. Il y avait quelque chose de troublant dans les 2 possibilités. « Mon nom, » commença le sosie, ou du moins le nom qu'ils m'ont donné, est Projet Tavernier 2. Mais Clarisse m'appelait Édou. Elle disait que j'avais besoin d'un nom humain si je voulais me sentir humain. Elle disait que les noms ont un pouvoir, qu'ils nous définissent de manière que nous ne comprenons pas complètement. J'ai été créé il y a environ 6 ans dans un laboratoire caché quelque part dans la banlieue sud de Paris. Je ne connais pas l'emplacement exact. Je ne l'ai jamais su. J'y ai été emmené inconscient, déjà formé, et chaque fois que je devais y aller pour maintenance ou ajustement, il me sédatait avant. Il ne voulait pas que nous sachions où nous étions. Pour leur sécurité, tu comprends, si l'un de nous était capturé, nous ne pourrions pas révéler ce que nous ne savions pas. Édouard sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, faisant se hérisser les poils de ses bras. Laboratoire, maintenance, ajustement. Comme s'il parlait d'une machine, d'une voiture qui a besoin d'une révision périodique, pas d'un être humain avec une conscience et une volonté propre. La froideur clinique des mots contrastait brutalement avec la chaleur humaine qu'Édouard voyait dans les yeux d'Édou quand il regardait Michel. « Comment as-tu été créé? Es-tu un clone? Une copie génétique exacte ?» Édou secoua lentement la tête, comme s'il essayait de trouver les mots justes pour expliquer quelque chose qui défiait l'explication. « Pas exactement. Pas dans le sens traditionnel que tu vois dans les films de science-fiction. Ils ont utilisé ton matériel génétique, oui. Ils l'ont obtenu d'une manière ou d'une autre, probablement quand tu as fait une prise de sang de routine ou quand tu as visité un hôpital pour un check-up. C'était peut-être il y a des années, quand tu n'imaginais même pas que quelqu'un y prêtait attention. L'organisation a des tentacules partout, Édouard, dans toutes les institutions en lesquelles tu as confiance. Médecins, infirmières, techniciens de laboratoire, réceptionnistes. Tous peuvent faire partie du réseau sans même savoir qu'ils aident. Un échantillon détourné ici, un dossier falsifié là. C'est facile quand on a des ressources illimitées et aucun scrupule moral. Mais ce n'était pas seulement du clonage, continua Édou, sa voix prenant une qualité presque professorale, comme s'il expliquait un processus technique complexe. Ils ont accéléré le processus de croissance de manière que je ne comprends pas complètement. Ils ont utilisé des technologies qui ont des années, peut-être des décennies, d'avance sur ce qui est publiquement disponible. Des hormones synthétiques, des thérapies géniques, une manipulation cellulaire à des niveaux qui horrifieraient les scientifiques légitimes.
En 6 ans, ils m'ont transformé d'un embryon, modifié en une réplique adulte de toi. Pas seulement physiquement. Ils m'ont donné tes souvenirs, tes manies, tes tics, tes peurs, tout, chaque détail qui fait de toi ce que tu es. Comment est-ce possible ? Demanda Édouard, sentant qu'il écoutait de la science-fiction. Les souvenirs ne peuvent pas être copiés comme ça. Ils le peuvent quand on a accès à des décennies de surveillance, répondit Édou avec un sourire. Amer, ils t'observent, Édouard. Ils t'observent depuis des années. Chaque mouvement, chaque conversation, chaque décision. Ils enregistrent, analysent, étudient. Et ensuite, ils programment ces informations en moi. C'est comme installer un logiciel sur un ordinateur. J'ai tes souvenirs, mais je ne les ai pas vécus. Je sais tout de ton enfance, mais je ne l'ai pas ressenti. Je connais tes préférences, mais je ne les ai pas développées naturellement. Je suis une copie imprimée d'une personne réelle. Édouard sentit la nausée lui monter à la gorge. L'idée que quelqu'un observait chaque aspect de sa vie, cataloguant ses moments les plus intimes, était une violation d'une manière qu'il n'avait pas de mots pour décrire. Et pourquoi? Pourquoi faire ça? Le contrôle, répondit simplement Édou. Des gens comme toi, des gens avec du pouvoir, de l'influence, de l'argent, sont des cibles parfaites. L'organisation crée des substituts pour des moments spécifiques. Tu dois être à 2 réunions importantes en même temps? Pas de problème. Ils envoient l'un de nous. Il y a un événement social ennuyeux que tu préfères éviter, mais ta présence est attendue? J'y vais. Tu as besoin d'un alibi? J'apparais quelque part pendant que tu... T'es ailleurs. C'est le crime parfait. Personne ne soupçonnerait qu'il y a 2 versions de la même personne. Et personne ne s'en est jamais rendu compte, demanda Édouard, incrédule. Mes employés? Mes associés? Personne n'a remarqué que parfois, je n'étais pas moi? Nous sommes très bons dans ce que nous faisons, dit Édou avec un ton qui mêlait fierté et honte. Nous avons été programmés pour être toi. Nous avons étudié chaque détail, chaque micro-expression, chaque pause dans le discours. Et l'organisation choisit soigneusement les moments. Jamais des situations critiques ou des différences subtiles pourraient être remarquées. Toujours des occasions secondaires, des réunions de conseil où tu dois juste être présent et voter selon les instructions, des dîners de charité où tu dois juste serrer des mains et sourire. J'ai été toi des dizaines de fois, Édouard. Et personne ne s'en est rendu compte. Édouard s'effondra dans l'un des fauteuils du salon, sentant ses jambes flageoler. Sa vie entière, ou du moins une partie, était un mensonge. Combien de fois avait-il regardé des photos d'événements sans se souvenir d'y avoir été? Combien de fois des gens avaient-ils mentionné des conversations qu'il ne se rappelait pas? Avoir eu. Il attribuait toujours cela à une mémoire défaillante, à un excès de travail, à la fatigue. Mais maintenant, tout prenait un sens sinistre. « Et Clarisse ?» demanda-t-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Comment s'intègre-t-elle dans tout ça ?» Édou regarda Michel avant de répondre, comme s'il mesurait ce que l'enfant devait entendre. Mais le garçon continuait de dessiner, apparemment indifférent à la conversation. « Clarisse a découvert mon existence, » dit Édou. « Je ne sais pas comment. Elle était intelligente, observatrice. Peut-être a-t-elle remarqué une incohérence, peut-être a-t-elle trouvé une preuve, mais elle a découvert. Et quand elle a découvert, l'organisation a paniqué. Ils l'ont fait disparaître, dit Édouard, et ce n'était pas une question. C'était une constatation amère. Ils me l'ont enlevé. Non, corrigea Édou en secouant la tête. Ou du moins pas directement. Ils l'ont isolé. Ils ont intercepté ses communications, bloqué ses tentatives de contact, manipulé les situations pour que vous ne vous rencontriez pas. Quand elle a essayé de venir à ton bureau, tu étais soudainement en voyage. Quand elle a appelé, les secrétaires disaient que tu ne voulais pas répondre. Quand elle a envoyé des lettres, elles ne sont jamais arrivées. Peu à peu, elle a commencé à croire que tu l'avais rejetée, que tu ne voulais rien avoir à faire avec elle ou avec le bébé qu'elle attendait. Édouard sentit des larmes lui brûler les yeux. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Ce n'étaient pas des sanglots dramatiques, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage, tandis qu'il réalisait l'énormité de ce qu'il avait perdu. Clarisse avait porté son fils seul, croyant avoir été abandonnée. Elle avait souffert, peut-être connu des difficultés. Tout cela à cause d'une conspiration dont il ne savait même pas qu'elle existait. « Comment l'as-tu connue ?» demanda Édouard en s'essuyant le visage avec le dos de la main. «
J'ai été envoyé pour faire un don au nom de ton entreprise, à l'ONG où elle travaillait, répondit Edu. C'était une tâche simple. Apparaître, remettre un chèque, prendre quelques photos pour les relations publiques. Mais quand je l'ai vue, quelque chose s'est passé. Elle m'a regardé et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Elle savait, ou du moins, elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Et puis elle a commencé à poser des questions sur toi, sur pourquoi. Tu n'avais jamais répondu sur le bébé. J'aurais dû suivre le protocole, j'aurais dû le signaler à l'organisation. Mais je ne l'ai pas fait, parce que pour la première fois depuis que j'ai été créé, j'ai ressenti quelque chose. De la culpabilité, de l'empathie, de l'humanité. Et qu'est-il arrivé ensuite, insista Édouard. J'ai commencé à lui rendre visite en secret, continua Edu. L'organisation pensait que j'accomplissais d'autres tâches, mais j'allais dans le petit appartement où elle vivait avec Michel. Elle me parlait de sa grossesse, de combien ça avait été difficile, de combien elle t'aimait encore, même en croyant avoir été rejetée. Et Michel grandissait, et je le voyais, et quelque chose en moi changeait. Je n'étais plus seulement un objet. J'étais ou je devenais une personne, avec des sentiments, avec des volontés propres. Michel leva les yeux à ce moment-là, comme s'il savait qu'on parlait de lui. « Maman disait que tonton Edu était un ange, dit-il de sa voix fine. Elle disait que Dieu l'avait envoyé pour prendre soin de nous. » Édouard sentit son cœur se serrer. Un ange. Clarisse avait vu de la bonté dans une création artificielle, alors que lui, l'homme réel, avait été froid et distant toute sa vie. « Elle est partie il y a 2 ans, dit Édouard, se souvenant de l'euphémisme utilisé précédemment. « Comment ?» C'était soudain, répondit Edu, sa voix chargée de tristesse. Un problème cardiaque que personne ne savait qu'elle avait. C'est arrivé la nuit, pendant que Michel dormait. Quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai reçu un appel d'une voisine. Je suis allé là-bas, et j'ai trouvé Michel seul, effrayé, ne comprenant pas pourquoi sa mère ne se réveillait pas. L'organisation a découvert mes visites peu de temps après. Ils ont découvert que j'avais développé des sentiments, que je n'étais plus fiable. Ils ont essayé de me désactiver. « Désactiver » répéta Édouard, sentant la colère bouillir dans ses veines. « Tu parles comme si tu étais une machine. »« Pour eux, je le suis, » répondit Edu. « Nous sommes tous des machines, des outils. Quand nous ne servons plus, nous sommes jetés. Mais je me suis enfui. J'ai pris Michel et je me suis enfui. Nous avons erré dans les rues pendant des jours, nous cachant, changeant constamment d'endroit. Mais je savais qu'il finirait par nous trouver. Et alors j'ai pris une décision, j'ai décidé de venir te voir, le vrai toi. Parce que Michel mérite de connaître son père, et parce que tu as les ressources, l'influence, la capacité de le protéger d'une manière que je ne pourrai jamais. Et toi, demanda Édouard, que veux-tu? Edu sourit, mais c'était un sourire triste, chargé de résignation. Je veux que Michel soit en sécurité. C'est tout. Je sais que je ne suis pas réel. Je sais que je n'ai pas de droit, pas d'avenir. Mais lui, il en a un. Et tu peux lui donner ça. Édouard regarda le garçon, qui lui tendait maintenant son dessin. C'était trop détaillé pour un enfant de 5. Le plan complet de l'hôtel particulier, avec toutes les pièces, tous les couloirs, et cette marque au 2e étage, une chambre dont Édouard avait oublié l'existence. « Comment connais-tu cette pièce ?» demanda Édouard à Michel en montrant la marque. « Je l'ai vue en rêve, » répondit simplement Michel. « Il y a des choses importantes là-dedans, des choses que tu dois voir. » Édouard et Edu échangèrent un regard. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans les paroles de l'enfant. Quelque chose qui suggérait que Michel était plus que le simple fils d'Édouard. C'était presque comme s'il était un pont entre 2 mondes, 2 réalités. « Nous devons vérifier, dit Edu. Si l'organisation veut Michel si désespérément, il doit y avoir une raison. Et peut-être que cette raison est cachée dans cette maison. » Édouard se leva, sentant une détermination grandir en lui. L'hôtel particulier était à lui. Il en connaissait chaque mètre carré, ou du moins il pensait le connaître. La chambre du 2e étage était fermée depuis des années, depuis qu'il avait acheté la propriété à l'ancien propriétaire. C'était un vieux bureau, rempli de papiers et de documents qu'Édouard n'avait jamais pris la peine d'examiner. Il avait simplement fermé la porte, sa clé et oublié son existence. « Allons-y », dit-il en prenant Michel dans ses bras. L'enfant se blottit contre sa poitrine avec une naturalité qui fit fondre quelque chose en Édouard.
C'était la première fois qu'il tenait son fils, la première fois qu'il sentait ce petit poids, cette chaleur, cette odeur de shampoing pour enfants et de crayons de couleur. Et c'était bouleversant. Les trois montèrent en l'escalier de marbre, leurs pas résonnant dans le silence tendu de la demeure. Dehors, la pluie continuait de tomber avec force. Les hommes en noir continuaient d'encercler la propriété comme des loups attendant le bon moment pour attaquer. Le temps passait et Édouard savait que ce qui se trouvait dans cette chambre devait être découvert rapidement. Ils arrivèrent au 2e étage. Le couloir était large, avec des murs recouverts de papier peint dans des tons de beige. Des tableaux abstraits décorèrent les murs. Des portes en acajou menaient à des chambres d'amis qui n'avaient jamais reçu d'invités. Et au bout du couloir, presque cachée derrière une bibliothèque décorative, se trouvait la porte qu'Édouard avait oubliée. Il posa Michel par terre avec précaution et s'approcha. La porte était verrouillée, mais il avait un trousseau de clés, maîtresse dans son bureau. Non, pas le temps pour ça. Il recula de 2 pas et de toutes ses forces donna un coup de pied dans la porte juste en dessous de la serrure. Le vieux bois céda avec un craquement et la porte s'ouvrit. La pièce était sombre, les rideaux fermés bloquant toute lumière extérieure. Édouard chercha l'interrupteur sur le mur et alluma la lumière. Ce qu'il vit le figea sur place. La chambre était un bureau, comme il s'en souvenait. Mais ce n'était pas un bureau ordinaire. Les murs étaient couverts de photos, des photos de lui. Différents moments, différents endroits, sous différents angles. Des photos de sa routine, de ses rendez-vous, de sa vie privée. Il y avait une table au centre couverte de documents. Et sur les murs, des cartes, des graphiques, des notes d'une écriture qu'Édouard ne reconnaissait pas. Ils étaient ici, chuchota Édou en entrant dans la pièce avec respect. L'organisation était ici, dans cette maison. Édouard sentit le sol bouger sous ses pieds. Ce n'était pas possible. C'était sa maison, sa propriété. Comment quelqu'un aurait-il pu utiliser cette pièce sans qu'il le sache? Il s'approcha de la table et commença à feuilleter les documents. Des rapports détaillés sur sa vie, des analyses comportementales, des profils psychologiques, des enregistrements de surveillance. Et puis, il trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Un acte de naissance. Son acte de naissance. Mais les données étaient fausses. La date ne correspondait pas. L'hôpital était différent. Et dans le coin inférieur, en petites lettres, une annotation. Projet original. Substitution complète. Date. Il y a 15 ans. Édouard laissa tomber le document de ses mains. Il y a 15 ans. Il regarda Édou et vit sa propre terreur se refléter sur ce visage identique. « Non, murmura Édouard. Ce n'est pas possible, mais ça l'était. » Et tandis que la vérité commençait à se dévoiler, tandis que tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même commençait à s'effondrer, Michel lui prit la main et dit, avec cette sagesse impossible d'un enfant, « Peu importe qui tu étais, ce qui importe, c'est qui tu es maintenant. » Et à ce moment-là, entouré de preuves d'une conspiration qui dépassait son entendement, Édouard réalisa qu'il ne connaîtrait peut-être jamais toute la vérité, qu'il ne saurait peut-être jamais s'il était l'original ou une autre copie. Mais il avait un enfant qui avait besoin de lui, un fils qui portait son sang, quelle que soit la version de lui qui était réelle, et cela d'une manière étrange suffisait. Le matin arrive, apportant une nouvelle inattendue. Le portable de Marcel, qu'il croyait complètement bloqué, vibre avec un message. Il le prend avec précaution, s'attendant à une autre menace de l'organisation. Mais ce n'est pas le cas. C'est une réponse d'un des journalistes qui l'a contacté. « Monsieur Costa, j'ai reçu votre message et j'ai rédigé un bref article. Mais cette histoire m'intéresse davantage. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de plus de détails. Si ce que vous dites est vrai, c'est bien plus qu'une simple violation de propriété. Il y a des schémas étranges que j'enquête depuis des mois, des personnes importantes agissant de manière incohérente, des décisions qui n'ont aucun sens. Il pourrait y avoir un lien. Contactez-moi dès que possible. Étienne Martin, journaliste d'investigation pour le portail Révélation. » Marcel lit le message 3 fois, le cœur battant à tout rompre. Cela pourrait être l'opportunité dont ils ont besoin. Un journaliste d'investigation intéressé, expérimenté, qui se méfiait déjà de quelque chose. S'ils parviennent à travailler ensemble, peut-être pourront-ils dénoncer l'organisation. Mais c'est aussi risqué. Et si c'était un piège? Et si Étienne Martin était surveillé?
Ou pire, s'il faisait partie de l'organisation se faisant passer pour un journaliste pour les attirer? L'autre Marcel lit le message par-dessus son épaule. C'est risqué. Mais c'est peut-être aussi notre seule chance. Tu connais ce journaliste? Tu lui fais confiance? Je le connais de nom. Il est respecté. Il a fait des reportages importants sur la corruption, sur des combines dans de grandes entreprises. Il est crédible. Mais cela ne veut pas dire qu'il est sûr de lui faire confiance maintenant. Raphaël, qui mange des céréales au comptoir de la cuisine, prend soudain la parole. Il est bon. L'homme du message, je peux le sentir. Il veut vraiment aider. Il ne ment pas. Marcel et le substitut se regardent. Les perceptions de Raphaël se sont avérées exactes jusqu'à présent. Mais baser une décision aussi importante sur les intuitions d'un enfant de 5 ans, est-ce responsable? Est-ce sûr? Marcel ressent le poids de la paternité d'une nouvelle manière. Chaque décision affecte maintenant non seulement lui, mais ce petit être qui dépend entièrement de lui. Allons le rencontrer, décide finalement Marcel, mais dans un lieu public, avec beaucoup de monde autour, et nous aurons une issue de secours préparée. Si quelque chose semble suspect, nous partons immédiatement. D'accord, dit l'autre Marcel, mais je viens avec toi. Tu ne peux pas y aller seul. Si c'est un piège, tu auras besoin d'aide. Et Raphaël reste ici, enfermé. Avec l'ordre de n'ouvrir la porte à personne. Raphaël n'aime pas l'idée. Je veux venir avec vous. Je ne veux pas rester seul. Et s'ils viennent pendant que vous êtes dehors? Ils ne viendront pas, dit Marcel en s'asseyant à côté du garçon et en prenant ses petites mains. Nous allons faire ça rapidement, 1 heure au maximum. Et tu ne seras pas seul. Je vais laisser mon portable ici, connecté à celui de l'autre. Il hésite, réalisant qu'il n'a pas de nom approprié pour le substitut. Comment devrions-nous t'appeler? On ne peut pas continuer à dire l'autre Marcel tout le temps. Le substitut réfléchit un instant et il y a une tristesse dans son regard. Je n'ai jamais eu de nom propre. J'ai toujours été juste toi. Mais si tu as besoin de quelque chose pour me différencier, tu peux m'appeler Luc. Hélène. M'appeler comme ça. C'était l'un des derniers cadeaux qu'elle m'a fait. Un nom, une identité propre. Luc, répète Marcel en testant le nom. D'accord. Luc. Il regarde Raphaël. Je vais laisser mon portable connecté à celui de Luc. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il suffit de parler et nous t'entendrons. Et nous revenons dans 1 heure. Promis. Raphaël ne semble pas complètement convaincu, mais il acquiesce. Vous pouvez y aller. Mais revenez vite, d'accord? Et apportez quelque chose de bon, peut-être une glace. Marcel sourit, soulagé. Une glace. C'est noté. Il embrasse le sommet de la tête de Raphaël, un geste qui devient déjà naturel et se prépare à sortir avec Luc. Ils conviennent de rencontrer Étienne Martin dans un centre commercial animé de l'ouest de Paris. C'est un lieu public, avec des caméras de sécurité partout, de nombreuses sorties et des milliers de personnes qui circulent constamment. Le journaliste a choisi une aire de restauration spécifique, près de l'entrée principale, un endroit stratégique où il serait facile de remarquer tout mouvement suspect. Quand ils arrivent, 40 minutes plus tard, le centre commercial est bondé. C'est samedi, et les familles profitent de leur journée libre pour se promener, faire du shopping, déjeuner. Des enfants courent entre les magasins, des couples se promènent main dans la main, des personnes âgées sont assises sur les bancs à observer le mouvement. C'est un microcosme de la vie normale, quelque chose que Marcel n'appréciait pas depuis longtemps. Et maintenant, en observant tout cela, il se demande si Raphaël pourra un jour avoir cette normalité, s'il pourra être juste un autre enfant courant sans souci dans un centre commercial. Étienne Martin est assis à une table dans un coin de l'aire de restauration, avec un café devant lui et un ordinateur portable ouvert. C'est un homme d'une 40aine d'années, les cheveux grisonnants sur les tempes, des lunettes à monture fine et une expression attentive qui ne manque aucun détail autour de lui. Quand il voit Marcel s'approcher, il se lève en tendant la main. « Monsieur Costa, merci d'être venu, et voici ?» Il regarde Luc avec une curiosité évidente, remarquant immédiatement la ressemblance frappante. « Un ami, » répond rapidement Marcel, « quelqu'un qui est également impliqué dans tout ça. Pouvons-nous vous faire confiance, monsieur Martin? C'est très délicat et très dangereux. » Étienne leur fait signe de s'asseoir. « Vous pouvez me faire confiance. Je suis dans ce métier depuis 20 ans. J'ai déjà fait face à des menaces, des intimidations, des tentatives de corruption. Je suis toujours là. Et j'ai appris à reconnaître quand une histoire est réelle
et quand c'est juste de la paranoïa. Votre message avait tous les signes de quelque chose de réel. Alors, racontez-moi. Tout, depuis le début. Marcel et Luc échangent un regard. C'est le moment. S'ils veulent faire confiance, ils doivent dire toute la vérité. Il n'y a pas moyen de le faire à moitié. Marcel prend une profonde inspiration et commence. Il raconte le dimanche, matin où il a vu son propre visage de l'autre côté de la porte. Il parle de Raphaël, d'Hélène, de l'organisation qui crée des substituts. Luc complète avec des détails techniques, des informations sur sa création, sur d'autres qui pourraient exister. Ensemble, ils construisent un récit qui semble absolument insensé. Mais c'est la vérité. Chaque mot est vrai. Étienne écoute en silence, prenant des notes occasionnelles sur son ordinateur portable. Son expression est neutre, professionnelle. Quand ils ont terminé, il reste silencieux un long moment en train de digérer. Puis il ferme son ordinateur portable et les regarde droit, dans les yeux. Vous me dites qu'il existe une organisation secrète capable de créer des clones humains avec une précision suffisante pour tromper n'importe quel proche, et que ces clones sont utilisés pour remplacer des personnes importantes dans des situations opportunes, et que tout cela a fonctionné sans aucune fuite significative pendant des années? C'est exactement ce que nous disons, confirme Marcel. C'est insensé, dit Étienne, mais ce n'est pas impossible, et certaines choses que vous avez dites ont du sens. Il ouvre de nouveau son ordinateur portable, tournant l'écran pour leur montrer. Je surveille les comportements incohérents de personnalités publiques depuis des mois. Un homme d'affaires qui a toujours été contre une fusion change soudainement complètement d'avis. Un politicien connu pour ses convictions rigides vote de manière totalement contradictoire. Un PDG qui ne serait jamais vu à certains événements y apparaît soudainement à chaque fois. De petites choses, rien qui n'attire l'attention isolément. Mais ensemble, elles forment un schéma de personnes agissant à contre-courant de leur personnalité. Et quand j'ai essayé d'enquêter plus en profondeur, je me suis heurté à des murs, des documents qui ont disparu, des témoins qui ont changé d'avis, des portes qui se sont fermées. C'est comme si quelque chose protégeait ces cas. Cela prouve ce que nous disons, affirme Luc. L'organisation est réelle et sa portée est bien plus grande que nous l'imaginons. Mais le prouver publiquement est une autre histoire, réfléchit Étienne. J'ai besoin de preuves concrètes, des documents, des vidéos, des témoignages vérifiables. Monsieur Luc, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes la meilleure preuve que nous ayons. Mais comment prouver que vous n'êtes pas simplement un frère jumeau? Comment prouver que vous avez été créé en laboratoire et non né naturellement? Des tests ADN, suggère Luc. Mon ADN est identique au sien en presque tout, mais il y a des marqueurs, de petites modifications qui ont été nécessaires dans le processus de création. Un laboratoire de police scientifique adéquat pourrait les identifier, et il y a plus. J'ai un tatouage ici. Il relève sa manche, montrant une petite marque sur l'intérieur de son avant-bras. Ça ressemble à un tatouage ordinaire, mais c'est un identifiant. Un numéro de série, si vous préférez. Il a été placé sur tous les substituts par l'organisation. Il sert au suivi interne. Si nous parvenons à analyser... Cela montrera que ce n'est pas de l'encre ordinaire. C'est quelque chose de plus avancé, de biologique. Étienne se penche, examinant la marque avec intérêt. C'est quelque chose, mais il nous en faut plus. Nous avons besoin de noms, de lieux, de dates, tout ce qui peut lier cela à des personnes ou des lieux spécifiques. L'autre Luc, vous avez travaillé pour eux. Vous avez dû voir des choses. Savez-vous où se trouvent les laboratoires? Qui sont les personnes impliquées? Luc hésite. Je n'ai jamais vu le site principal. J'étais toujours transporté sous sédation quand il devait m'y emmener. Je me réveillais dans une pièce, je subissais des procédures, et j'étais de nouveau sédaté avant de partir. Mais je connais des noms, des codes, et je sais qu'il y en a d'autres substituts qui travaillent encore pour eux. Si nous parvenons à en trouver un, si nous parvenons à le convaincre de parler, ce serait une preuve. C'est un début, dit Étienne en refermant son ordinateur portable. Mais nous devons être stratégiques. Si cette organisation est aussi puissante que vous le dites, nous ne pouvons pas simplement publier un article accusateur. Ils nous poursuivront pour diffamation. Ils discréditeront tout. Nous devons construire un dossier solide, irréfutable, avant de rendre quoi que ce soit public. Et cela prend du temps. Le temps, c'est ce que nous n'avons pas, dit Marcel avec frustration. Il pourchasse mon fils.
Chaque jour qui passe est un jour où il est en danger. Je comprends. Mais si nous agissons précipitamment, nous risquons de perdre la seule chance de les dénoncer. Et si nous perdons cette chance, votre fils ne sera jamais vraiment en sécurité. Pensez-y. Il ne s'agit pas de gagner une bataille, il s'agit de gagner la guerre. Marcel sait que le journaliste a raison. Mais l'urgence de protéger Raphaël se heurte violemment à la nécessité d'une patience stratégique. C'est une tension presque insupportable. De combien de temps parlons-nous? Des semaines? Des mois? Cela dépend de ce que nous obtiendrons. Si nous avons de la chance, quelques semaines. Sinon, cela pourrait prendre plus de temps. Étienne fait une pause. Mais je peux aussi aider d'une autre manière. J'ai des contacts, des gens qui peuvent offrir une protection temporaire, des endroits sûrs où vous pouvez rester pendant que nous travaillons sur ce dossier. Vous n'avez pas besoin de vivre en vous cachant dans de petits appartements. Je peux vous mettre en relation avec un réseau de journalistes et d'activistes qui s'occupent de cas sensibles. Ils savent comment garder les gens en sécurité. Marcel considère l'offre. C'est tentant. L'idée d'avoir un endroit plus sûr, plus confortable pour Raphaël est attrayante. Mais cela signifie aussi mettre leur vie entre les mains d'étrangers. Encore une fois, la question de la confiance. Je dois y réfléchir. Parler à certaines personnes. Et je dois y retourner maintenant. J'ai laissé quelqu'un m'attendre. Je comprends. Étienne lui tend une carte. C'est mon numéro privé. Pas celui du travail. Mon personnel. Appelez à toute heure. Et soyez prudents. Si cette organisation se rend compte que vous me parlez, ils pourraient accélérer leur plan. Soyez prudents. Ils se disent au revoir, et Marcel et Luc quittent le centre commercial, marchant rapidement vers la voiture. La rencontre a été productive, mais elle a aussi laissé un poids. L'ampleur de ce à quoi ils sont confrontés est devenue encore plus claire. Il ne s'agit pas seulement de fuir, il s'agit de démanteler quelque chose d'énorme, quelque chose qui a des racines profondes et de longs tentacules. Sur le chemin, du retour, il s'arrête chez un glacier. Marcel achète 3 glaces, dont une au chocolat pour Raphaël, se souvenant de sa promesse. C'est un petit geste, mais significatif. Il montre qu'il écoute, qu'il se soucie, qu'il est présent. Quand ils arrivent à l'appartement, Raphaël ouvre la porte dès qu'ils entendent le mot de passe convenu. Il saute au cou de Marcel, soulagé. « Vous avez mis du temps. J'ai compté jusqu'à 1003 fois. Je pensais que vous n'alliez pas revenir. Désolé, mon fils. » Marcel serre le garçon fort dans ses bras. « Mais nous sommes revenus. Et nous avons apporté ce que nous avions promis. » Il montre les glaces et le visage de Raphaël s'illumine. Il s'assoit sur le canapé, mangeant de la glace, et Marcel raconte sa rencontre avec Étienne. Il omet les détails les plus lourds, mais explique qu'ils ont maintenant un allié, quelqu'un qui va aider à rendre les choses sûres. Raphaël écoute attentivement, léchant sa glace au chocolat, et quand Marcel termine, le garçon dit simplement « Alors on va y arriver. On va gagner. » La confiance inébranlable de l'enfant est à la fois réconfortante et effrayante. Marcel ne veut pas le décevoir. Il ne le peut pas. « On va y arriver, confirme-t-il, plus pour lui-même que pour Raphaël. On va faire les choses bien cette fois. » Les jours suivants sont un mélange de routine forcée et de tension constante. Il reste dans l'appartement, ne sortant que pour les courses essentielles et toujours avec une extrême prudence. Étienne prend régulièrement contact, les tenant au courant de son enquête. Il a réussi à confirmer certains des schémas qu'il avait identifiés. Il a trouvé d'autres cas de comportements incohérents chez des personnalités publiques et il a commencé à cartographier les liens entre eux. Lentement, un réseau se forme. Pendant ce temps, Marcel essaie de construire une relation avec Raphaël. Il apprend au garçon à jouer aux échecs, un jeu qu'il a toujours aimé mais qu'il n'a jamais eu avec qui partager. Raphaël apprend rapidement, démontrant une intelligence impressionnante. En quelques jours, il est déjà capable de jouer des parties compétitives. Ils lisent aussi ensemble des livres pour enfants que Luc avait achetés pour Raphaël, des histoires d'aventure, de héros improbables, de dépassement de soi. Et chaque soir, avant de dormir, Raphaël demande à Marcel de lui raconter une histoire. Pas une lue, mais une inventée. Alors, Marcel invente. Des histoires sur un garçon courageux qui affronte des géants, sur un père qui apprend à être fort non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, sur des familles qui se forment de manières inattendues,
mais qui sont tout de même réels. Luc observe tout cela avec un mélange de joie et de mélancolie. Il sait que son rôle est en train de changer. Raphaël a maintenant un vrai père, quelqu'un qui peut lui donner tout ce que Luc ne pourrait jamais lui donner, une véritable identité, une vie légale, un avenir sans se cacher. Et bien que cela fasse mal, Luc ressent aussi la paix, parce que c'est ce qu'il voulait depuis le début, protéger Raphaël, et si protéger Raphaël signifie s'éloigner, il le fera. Un soir, après que Raphaël se soit endormi, Luc aborde le sujet. « Quand tout ça sera terminé, quand vous serez en sécurité, je partirai. Je dois disparaître. L'organisation me cherchera toujours, et tant que je serai dans les parages, vous ne serez jamais complètement en sécurité. » Marcel le regarde, surpris. « Tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons trouver un moyen. Tu as sauvé mon fils. Tu m'as sauvé, d'une certaine manière. Je ne vais pas simplement te laisser disparaître. Il ne s'agit pas de ce que tu veux ou de ce que je veux, répond calmement Luc. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Raphaël. Et il a besoin de toi. Seulement de toi. Il ne peut pas grandir dans la confusion sur l'identité de son père. Il ne peut pas avoir deux d'entre nous dans sa vie pour toujours. Il arrivera un moment où il devra choisir, où les gens autour de lui exigeront des explications. Et quand ce moment viendra, il vaut mieux que je sois déjà parti. Marcel sent un pincement au cœur. Il y a une vérité douloureuse dans ce que dit Luc. Mais il y a aussi une injustice. Luc a développé des sentiments, une conscience, une humanité. Et à cause de cela, il est condamné à vivre dans l'ombre, à ne jamais avoir sa propre vie. Tu mérites mieux que ça, tu mérites d'être heureux aussi. Mon bonheur, c'est de savoir qu'il va bien, dit Luc en regardant Raphaël dormir. Et s'il est avec toi, alors je suis heureux. C'est tout ce dont j'ai besoin, il n'y a plus rien à dire. Ah, Marcel acquiesce, respectant la décision mais gardant au fond de son cœur la promesse qu'il ne laissera pas Luc disparaître simplement sans s'assurer qu'il a les moyens de vivre, même si c'est loin. 2 semaines après la rencontre avec Étienne, un nouveau rebondissement se produit. Le journaliste appelle au milieu de la nuit, la voix pressante. « J'ai trouvé quelque chose d'énorme. J'ai besoin que vous veniez à mon bureau. Maintenant. Vous ne pouvez pas attendre demain. » Marcel, encore endormi, sent l'adrénaline monter. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Mais c'est, à propos des substituts, j'ai réussi à confirmer qu'il y en a d'autres. Et l'un d'eux veut parler, veut s'enfuir, mais seulement si vous êtes là, spécifiquement Luc. Il dit qu'il te connaît et qu'il te fait confiance. » Luc, qui s'est réveillé avec la conversation, fronce les sourcils. « Qui est-ce ? Quel nom a-t-il donné ?» Étienne hésite. « Il s'appelle Daniel. Il dit qu'il a été créé pour remplacer un juge fédéral et qu'il a des informations qui peuvent détruire l'organisation. Mais il a peur. Il dit qu'il ne parlera que si Luc confirme que c'est réel, qu'il y a une issue. » Luc ferme les yeux, respirant profondément. « Daniel, je le connais. Nous faisions partie du même groupe d'entraînement. Il a toujours été différent, plus interrogateur, plus humain, d'une certaine manière. S'il est prêt à parler, c'est qu'il est désespéré. Et s'il est désespéré, nous devons agir vite. Ils ne le laisseront pas en vie longtemps s'ils soupçonnent qu'il prévoit de déserter. Nous devons y aller, décide Marcel. Mais Raphaël, il regarde le garçon dormir. Nous ne pouvons pas l'emmener, il est trop tard. Et ça pourrait être dangereux. Je l'emmène dans un endroit sûr, dit Luc. J'ai un contact, une femme qui travaille dans un orphelinat, quelqu'un qui a aidé Hélène par le passé. Elle s'occupera de lui pendant quelques heures. Il ira bien. Marcel n'aime pas l'idée de se séparer de Raphaël, mais il comprend la nécessité. D'accord, mais fais vite, et tiens-moi informé à chaque minute. Ils agissent rapidement. Luc prend Raphaël encore endormi, l'enroulant dans une couverture, et sort discrètement de l'appartement. Marcel attend, anxieux, jusqu'à ce qu'il reçoive le message confirmant que Raphaël est en sécurité. Puis il sort à son tour, se rendant au bureau d'Étienne. Le bureau se trouve dans un vieil immeuble du centre de Paris, entre des magasins fermés et des rues peu fréquentées la nuit. C'est un endroit discret, parfait pour des rencontres confidentielles. Marcel monte les escaliers jusqu'au 3e étage, où Étienne l'attend à la porte. « Il est là-dedans, » dit Étienne en désignant une pièce au fond. Il est nerveux, mais il est déterminé. Et il a des documents, beaucoup de documents,
des choses qu'il a volées à l'organisation au fil des ans. Si ce qu'il dit est vrai, nous avons suffisamment de preuves pour tout faire tomber. Marcel entre dans la pièce et voit un homme assis sur une chaise, les mains tremblant légèrement alors qu'il tient un dossier rempli de papiers. Il ressemble à quelqu'un d'important, avec des traits marqués et une posture qui suggère l'autorité, mais ses yeux sont remplis de peur. Quand il voit Marcel, il se lève. « Vous êtes Marcel Costa, l'original. J'ai vu des photos. Et Luc? Il vient? Il arrive, confirme Marcel. Il te connaît. Il dit qu'on peut te faire confiance. » Daniel acquiesce, soulagé. « Nous devons agir vite. Ils savent que je suis ici, pas physiquement, mais ils savent que je vacille. J'ai remarqué que je suis surveillé, de plus près. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent quelque chose. « Qu'est-ce que tu as ?» demande Marcel en désignant le dossier. « Tout. Des documents internes de l'organisation, des listes de substituts actifs, des noms de personnes qui ont été remplacées, des dates, les emplacements des laboratoires, même des vidéos de procédure. J'ai volé tout ça sur 3 ans, en le cachant à différents endroits, en copiant des fichiers dès que j'en avais l'occasion. J'ai fait ça parce que je savais qu'un jour je voudrais partir, et quand ce jour arriverait, j'aurais besoin de protection, de quelque chose pour négocier, ou pour les détruire s'ils essayaient de m'éliminer. » Étienne prend le dossier, le feuilletant rapidement. Ses yeux s'écarquillent à mesure qu'il voit le contenu. C'est de l'or. C'est tout ce dont nous avons besoin. Avec ça, nous pouvons faire un reportage qui va secouer le pays entier. Peut-être le monde. Il regarde Daniel. « Vous comprenez ce que vous faites, n'est-ce pas? Quand ce sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils vous traqueront. Ils nieront tout. Ils essaieront de vous discréditer. Votre vie telle que vous la connaissez est terminée. »« Ma vie, telle que je la connais, est déjà terminée, » répond Daniel avec une profonde tristesse. « Je ne suis pas une personne, je suis un outil. J'ai été créé pour servir. Mais j'ai développé quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai développé un désir de vivre, d'être libre. Et j'ai vu ce qu'ils font. J'ai vu comment ils détruisent des vies, comment ils manipulent les réalités. Je ne veux plus en faire partie, même si ça me coûte tout. » À ce moment, la porte s'ouvre et Luc entre. Quand Daniel le voit, ses yeux se remplissent de larmes. « Luc, tu as réussi. Tu es vraiment sorti. Je pensais que c'était juste une rumeur, que tu avais été éliminé. J'ai réussi, confirme Luc en serrant Daniel dans ses bras. Et tu vas réussir aussi. Nous allons te sortir de là. Nous allons tout dénoncer. Et tu auras la chance de vivre. Pour de vrai. Pas comme un substitut. Comme toi-même. Avec un nom. Avec une identité. » Daniel essuie ses larmes en hochant la tête. « Merci. De ne pas avoir abandonné. De montrer que c'est possible. » Il regarde Marcel. « Et merci d'accepter ça. De ne pas traiter Luc comme un monstre. Beaucoup l'auraient fait. Ce n'est pas un monstre, dit fermement Marcel. Et toi non plus. Vous êtes des victimes. Et maintenant, nous allons faire de vous des survivants. Des héros même. Parce que ce que vous faites va sauver de nombreuses vies. » Étienne interrompt le moment. « Je déteste gâcher ça, mais nous devons partir d'ici. S'ils surveillent un Daniel, ils peuvent le suivre jusqu'ici. Nous devons déplacer ces documents dans un endroit sûr. Et nous devons protéger Daniel. » Il regarde Marcel. « Ces contacts dont j'ai parlé, je vais les activer maintenant. Nous allons avoir besoin d'un endroit sûr pour tout le monde. Y compris votre fils. » Marcel acquiesce. « Fais-le. Et fais-le vite. Je ne sais pas combien de temps nous avons, mais ça ne peut pas être beaucoup. Il travaille rapidement. » Étienne copie numériquement tous les documents, envoyant des copies sur des serveurs sécurisés à différents endroits. Il prévient également ses contacts, activant un réseau de protection qu'il a construit au fil des ans en traitant des cas sensibles. En quelques heures, un plan est en marche. Un endroit sûr est organisé. Une ferme isolée en Bourgogne, loin des regards indiscrets, où ils peuvent rester pendant qu'Étienne prépare le reportage qui va tout révéler. Quand le soleil se lève, ils sont en mouvement. Marcel va chercher Raphaël, qui se réveille confus mais confiant quand il voit son père.
Luc, Daniel, Marcel, Raphaël et Étienne voyagent ensemble, dans 2 voitures différentes, en empruntant des itinéraires distincts pour dérouter tout suivi. C'est une opération digne d'un film, mais c'est réel. Et à chaque kilomètre qu'ils parcourent, Marcel ressent un mélange de peur et d'espoir. Peur de ce qui pourrait mal tourner. Espoir que finalement ils font quelque chose qui peut tout changer. La ferme est rustique mais accueillante. Elle a un grand verger de jaboticaba, une maison en bois avec de larges vérandas et un silence qui contraste fortement avec l'agitation de Paris. Raphaël est enchanté. Il court sur la pelouse, rit de la liberté de l'espace ouvert, demande à Marcel de construire une cabane dans les arbres. Et pour la première fois depuis des semaines, Marcel voit son fils vraiment heureux, vraiment libre, même si c'est temporaire. Ce soir-là, réunis dans le salon de la maison, avec un feu de cheminée et le son des grillons dehors, ils élaborent les derniers plans. Étienne publiera le reportage dans 3 jours. Assez de temps pour tout vérifier, pour s'assurer qu'il est irréfutable, pour se coordonner avec d'autres médias afin que l'histoire ait la plus grande couverture possible. Et quand il publiera, le monde saura. Il saura pour les substituts, pour l'organisation, pour tout. Daniel est nerveux mais aussi soulagé. Pour la première fois de son existence, il a fait un choix propre. Et même s'il ne sait pas ce qui vient après, il sait que c'est mieux que ce qu'il a laissé derrière lui. Luc observe Raphaël jouer avec une petite voiture dans un coin de la pièce et sourit. C'est le moment qu'il attendait. Le moment où tout commence à avoir un sens, où la lutte en vaut la peine. Et Marcel, tenant une tasse de café chaud entre ses mains, regarde autour de lui. Son fils. Les 2 hommes qui lui ressemblent, mais qui sont uniques à leur manière. Le journaliste qui a risqué sa carrière pour les aider. Et il ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. De la gratitude, de l'espoir, et un amour profond et féroce pour cette famille improvisée que le destin lui a donnée. 3 jours. Dans 3 jours, tout change, et il est prêt. Prêt à affronter ce qui viendra. Prêt à protéger ce qui compte. Prêt à être enfin l'homme, le père, qu'il aurait dû être depuis le début. Les 3 jours passent dans un étrange mélange de calme superficiel et de tension interne. À la ferme isolée, Raphaël s'épanouit. Il se réveille tôt chaque matin pour voir le lever du soleil, court pieds nus sur la pelouse encore couverte de rosée, aide à cueillir les jaboticabas du verger et les mange avec un sourire violet sur les lèvres. C'est comme s'il pouvait enfin être simplement un enfant, sans peur, sans se cacher, et observer cette transformation réchauffe et fait mal au cœur de Marcel en même temps, car il sait que cela peut être temporaire, que lorsque le reportage sera publié, tout pourrait changer à nouveau. Étienne travaille sans relâche. Il a transformé l'une des chambres de la maison en un bureau improvisé, avec son ordinateur portable, des piles de documents imprimés et un téléphone qui ne cesse de sonner. Il confirme chaque détail, croise chaque information, vérifie chaque source. Il parle avec des rédacteurs en chef, des avocats, d'autres journalistes qui publieront des parties de l'histoire simultanément dans différents médias. La stratégie est claire. Tout lancé d'un coup, de manière si coordonnée et massive que l'organisation ne puisse pas l'étouffer, que ce soit trop gros pour être ignoré. Daniel passe ses heures à aider Étienne, fournissant un contexte pour les documents, expliquant les codes internes, identifiant les personnes sur les photographies et les vidéos. Il est une encyclopédie vivante de l'organisation, et chaque information qu'il partage est une petite victoire, une petite vengeance contre ceux qui l'ont créé uniquement pour l'utiliser. Luc partage son temps entre l'aide à l'enquête et les moments passés avec Raphaël. Il sait que son temps avec le garçon touche à sa fin, que lorsque tout cela sera terminé, il devra tenir sa promesse et disparaître. Alors il profite de chaque instant. Il apprend à Raphaël à fabriquer un cerf-volant avec du papier journal et des baguettes de bambou qu'il trouve dans le hangar au fond du terrain. Ensemble, ils font voler le cerf-volant dans le champ ouvert, courant et riant tandis qu'il monte de plus en plus haut dans le ciel bleu. Et Raphaël, dans son innocence, dit « Quand on fait voler un cerf-volant, on est lié au ciel par un fil tout fin, mais même s'il est fin, il tient bon. Je pense qu'on est comme ça aussi. Même loin, on est toujours lié. » Luc ne peut pas répondre. Il serre simplement le garçon fort dans ses bras, cachant les larmes qui menacent de couler. Marcel observe tout cela de loin, respectant le lien qui les unit.
Il comprend maintenant que Luc n'est pas une menace, pas un rival. C'est quelqu'un qui a aimé Raphaël quand Marcel ne le pouvait pas, quelqu'un qui a tout sacrifié pour le protéger, et pour cela, Marcel ressent non seulement de la gratitude, mais aussi un profond respect, une reconnaissance que la famille ne se définit pas seulement par le sang ou l'origine, mais par les choix, par l'amour, par la présence. La veille de la publication du reportage, Étienne les réunit tous dans le salon. Son visage est fatigué, mais il y a une satisfaction visible. C'est prêt. Ce sera diffusé demain matin à 6 heures, simultanément sur 5 grands portails d'information, 3 journaux imprimés et 2 chaînes de télévision. J'ai des interviews prévues, d'autres journalistes prêts à couvrir les développements. Ça va exploser. Et quand ça explosera, il n'y aura pas de retour en arrière. Et l'organisation, demande Marcel, que va-t-il leur arriver? Ils nieront au début. Ils qualifieront cela de théorie du complot. Mais nous avons trop de preuves. Des documents avec des signatures, des vidéos avec des visages identifiables, vos témoignages. Étienne regarde Luc et Daniel. Vous allez vous exposer. Cela signifie que vous serez des cibles. Mais cela signifie aussi que vous aurez une protection publique. Plus les gens vous connaîtront, plus il sera difficile pour l'organisation d'agir sans conséquence. Il fait une pause. J'ai déjà coordonné avec les autorités. Il y a des commissaires, des procureurs et même quelques politiciens qui sont prêts à ouvrir des enquêtes officielles dès que le reportage sortira. Pas tous, bien sûr. L'organisation a des infiltrés dans de nombreux endroits, mais nous avons suffisamment de personnes de notre côté pour faire la différence. Daniel demande ce que tout le monde pense. Et si ça ne marche pas? Et s'ils parviennent à étouffer l'affaire malgré tout? Alors au moins, nous aurons essayé, répond fermement Étienne. Et même s'ils l'étouffent partiellement, la graine du doute aura été plantée. Les gens commenceront à se poser des questions, à enquêter, et finalement, la vérité trouve toujours un chemin. Ce ne sera peut-être pas immédiat, mais ça arrivera. Un lourd silence s'installe. Tous savent qu'ils sont sur le point de franchir une ligne sans retour, mais ils savent aussi que c'est nécessaire. Que ne pas le faire serait trahir tout ce pourquoi ils se sont battus. Raphaël, qui était silencieux dans un coin, en jouant avec ses petites voitures, prend soudain la parole. « Ça va marcher, je le sais, parce que vous faites ce qu'il faut. Et quand on fait ce qu'il faut, même si c'est difficile, ça marche toujours à la fin. Ma mère disait ça. » Les mots simples de l'enfant touchent profondément. Marcel s'approche de lui, s'agenouillant à ses côtés. « Ta mère était une femme très sage, et tu es un garçon très courageux, plus courageux que n'importe lequel d'entre nous. » « Je ne suis pas courageux, » dit Raphaël en secouant la tête. « Je vous fais juste confiance. La confiance, ce n'est pas la même chose que le courage. » Luc sourit, intervenant dans la conversation. « Parfois, la confiance est le plus grand courage de tous, parce que cela signifie croire en quelque chose même sans en être sûr. Et toi, Raphaël, tu crois en nous. Cela nous donne de la force. » La nuit passe lentement. Personne ne parvient à beaucoup dormir. Il y a une énergie dans l'air, un mélange d'anxiété et d'anticipation. Marcel reste éveillé, allongé dans son lit, regardant le plafond en bois de la chambre. Il réfléchit à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, comment sa vie, qui était si ordonnée, si contrôlée, a été bouleversée, et comment, étrangement, il se sent plus vivant maintenant qu'il ne l'a été depuis des années, parce qu'il a maintenant un but qui va au-delà des profits et des affaires. Il a un fils à protéger, une famille à prendre en charge, et un combat qui compte vraiment. Quand l'horloge indique 5 heures du matin, Étienne est déjà réveillé, vérifiant les dernières confirmations. Les médias sont prêts. Les articles sont chargés dans les systèmes, programmés pour être mis en ligne à 6 heures précises. Il n'y a plus rien à faire sauf attendre. À 6 heures précises, le monde change. Le reportage est publié simultanément à plusieurs endroits. Le titre est direct et percutant. La farce cachée. Une organisation secrète. Crée des substituts humains pour manipuler le pouvoir et les décisions en Peasant France. Et avec le titre viennent les preuves. Des photos, des documents, des vidéos, les témoignages de Luc et Daniel. Tout est là, exposé aux yeux du monde. La réaction est immédiate et explosive. Dans les premières heures, il y a de l'incrédulité. Beaucoup pensent que c'est un canular élaboré, une sorte de fiction virale. Mais à mesure que des médias plus respectés confirment l'authenticité,
que des interviews en direct avec Luc et Daniel sont diffusées, que des experts commencent à analyser les documents et à confirmer leur véracité, l'incrédulité se transforme en choc, en indignation, en demande de réponse. Les réseaux sociaux explosent. Les hashtags liés à l'affaire dominent les tendances. Les politiciens sont pressés de se prononcer. Les autorités sont sommées d'enquêter. Et en quelques heures, l'histoire cesse d'être un simple reportage pour devenir un scandale national. Peut-être même international. À la ferme, ils regardent tout à la télévision et sur les ordinateurs. C'est surréaliste de voir quelque chose de si personnel, de si intime, devenir public de cette manière. De voir le visage de Luc affiché dans les journaux télévisés. De voir Daniel donner des interviews, expliquant son existence. De voir des experts débattre des implications éthiques et légales de tout cela. Raphaël observe tout avec de grands yeux. C'est à propos de nous, n'est-ce pas? De ce qu'on a vécu. Il regarde Marcel. Ça veut dire que c'est fini, qu'on n'a plus besoin de se cacher. Marcel hésite, voulant donner une réponse positive, mais aussi être honnête. On ne sait pas encore, mon fils. Mais nous sommes plus en sécurité maintenant qu'avant, parce que maintenant, beaucoup de gens savent. Et c'est difficile de faire du mal à quelqu'un quand le monde entier regarde. Dans les heures qui suivent, des développements commencent à émerger. L'organisation, comme Étienne l'avait prévu, publie une déclaration niant tout. Il qualifie les accusations de diffamatoires, les documents de faux, Luc et Daniel d'imposteurs cherchant la gloire et l'argent. Mais le déni sonne faible, désespéré, parce que les preuves sont trop solides, et parce que d'autres commencent à parler, des gens qui ont travaillé en périphérie de l'organisation, qui ont vu des choses étranges, mais n'ont jamais eu le courage de le dire. Maintenant, voyant l'histoire prendre de l'ampleur, ils se manifestent aussi. De petites pièces de confirmation qui s'ajoutent, créant une image de plus en plus claire. Les autorités annoncent l'ouverture d'enquête. Le parquet national financier entre en action. Des commissaires spécialisés commencent à travailler sur l'affaire. Et lentement, très lentement, la structure de l'organisation commence à se fissurer. Ce n'est pas un effondrement immédiat, mais c'est le début de la fin. Ce soir-là, épuisés mais soulagés, ils se réunissent à nouveau. Étienne est euphorique, ça a marché. Pas parfaitement, mais ça a marché, ils sont sur la défensive. Et avec les enquêtes officielles qui commencent, ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres choses ne soient découvertes. Que des gens soient arrêtés. Que cela se termine vraiment. Daniel pleure de soulagement. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. Honnêtement, je ne le pensais pas. Mais on l'a fait. Il regarde Luc. On l'a fait. Parce que tu as montré que c'était possible. Que nous pouvions être plus que des outils. Luc serre Daniel dans ses bras, et il y a une profonde fraternité entre eux. Deux êtres créés pour servir, maintenant libres, parce qu'ils ont eu le courage de choisir quelque chose de différent. Tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais, Daniel. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce et, maintenant, tu vas pouvoir vivre, pour de vrai, avec ton propre nom, ta propre vie. Et toi, demande Daniel, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Où vas-tu aller? Luc regarde Raphaël, qui somnole sur le canapé, fatigué de toute l'émotion de la journée. Je vais leur donner l'espace dont ils ont besoin. Le garçon a un père maintenant. Il n'a pas besoin de moi pour embrouiller les choses. Et moi, je vais trouver mon propre chemin. Pour la première fois, je peux le faire. Je peux découvrir qui je suis quand je ne suis pas quelqu'un d'autre. Tu feras toujours partie de sa vie, dit Marcel, et sa voix est ferme. Parce que tu as été le premier à l'aimer, le premier à le protéger. Et quand Raphaël grandira, il le saura. Il saura qu'il a eu deux hommes qui l'ont aimé assez pour tout risquer. Et ce n'est pas de la confusion, c'est de la chance. C'est une bénédiction. Luc sourit. Et pour la première fois, il y a une paix authentique dans son expression. Merci. De comprendre. De ne pas me voir comme une menace. De me voir comme un allié, comme une famille. Tu es de la famille, confirme Marcel. Et tu le seras toujours. Peu importe où tu vas, il y aura toujours une place pour toi ici, avec nous. Les jours suivants apportent d'autres changements. L'histoire continue de se dérouler, avec de nouvelles révélations chaque jour. Certaines personnes de l'organisation commencent à passer des accords, livrant des informations en échange de clémence. Des laboratoires sont découverts, des documents supplémentaires sont récupérés. Et lentement,
La toile complexe qui soutenait l'organisation commence à se démanteler. Marcel reçoit des nouvelles de ses avocats, avec l'attention du public sur l'affaire et avec les enquêtes officielles en cours, la menace immédiate contre lui et Raphaël a considérablement diminué. L'organisation est trop occupée à protéger ses dirigeants pour se soucier d'un garçon et de son père. Cela ne signifie pas qu'ils sont complètement en sécurité, mais cela signifie qu'ils peuvent commencer à reconstruire une vie normale, ou ce qui s'en rapproche le plus. Ils retournent à Paris après 2 semaines, mais pas à l'hôtel particulier. Marcel décide de vendre la propriété, trop grande, trop froide, pleine de souvenirs de solitude. À la place, il achète une maison plus petite mais accueillante, dans un quartier résidentiel tranquille. Une maison avec un jardin où Raphaël peut jouer, avec assez de chambres pour tout le monde. Et oui, avec de la place pour un chien. Le chien est la première chose que Raphaël demande quand ils emménagent, et Marcel tient sa promesse. Ils vont ensemble dans un refuge pour animaux, et Raphaël choisit un bâtard de taille moyenne, aux yeux doux et à la queue qui n'arrête pas de remuer. Raphaël l'appelle Eros, car selon lui, tout chien sauvé est un héros. Et Eros devient rapidement un membre inséparable de la famille. Luc reste avec eux quelques semaines de plus, aidant au déménagement, aidant Raphaël à s'adapter, étant une présence constante et réconfortante. Mais tous savent que l'heure approche, l'heure pour lui de suivre son propre chemin, et quand le jour arrive enfin, c'est difficile pour tout le monde. Raphaël pleure, s'accrochant à Luc. « Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi tu ne peux pas rester? On a de la place. Il y a une chambre pour toi. Tu peux être notre oncle, notre ami, n'importe quoi. Ne pars pas. » Luc s'agenouille, se mettant à la hauteur des yeux de Raphaël. « Je dois partir, petit. Pas parce que je ne t'aime pas, mais justement parce que je t'aime. Tu dois grandir en sachant clairement qui tu es, qui est ton père, quelle est ta famille. Et moi, je dois découvrir qui je suis quand je ne suis le substitut de personne. Mais ça ne veut pas dire que je disparais pour toujours. J'enverrai des lettres. J'appellerai. Et pour certaines occasions spéciales, si ton père le permet, je viendrai te voir. Tu ne me perds pas. Tu me laisses juste trouver ma propre place dans le monde. » Marcel pose une main sur l'épaule de Luc. Et il a mon numéro, et mon adresse, et un compte en banque avec suffisamment de fonds pour commencer une nouvelle vie où qu'il choisisse. Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, tu mérites d'avoir une chance d'être heureux. Luc serre Raphaël une dernière fois dans ses bras, puis Marcel. Merci. Pour tout. Pour m'avoir montré que, même créé en laboratoire, je pouvais être humain. Pour m'avoir donné une famille, même temporaire. Pour m'avoir donné de l'espoir. Et puis il part. Il se dirige vers la voiture que Marcel lui a achetée, un véhicule simple mais fiable, chargé de ses quelques affaires et d'une vie entière de possibilités devant lui. Raphaël lui fait signe de la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue, puis il enfouit son visage dans la poitrine de Marcel en pleurant. Marcel le tient, laissant le garçon pleurer, parce que parfois, grandir fait mal. Parfois, aimer signifie laisser partir. Les mois suivants sont une période d'adaptation. Raphaël commence à fréquenter une petite école privée accueillante. Au début, il a du mal à s'adapter, traitant encore tout ce qu'il a vécu. Mais avec le soutien d'une psychologue spécialisée que Marcel engage, et avec l'amour constant à la maison, il recommence à s'épanouir. Il se fait des amis, participe à des activités, recommence à sourire facilement. Marcel apprend à équilibrer travail et paternité. Il réduit considérablement ses heures de bureau, délègue plus de responsabilités et donne la priorité à sa présence pour Raphaël. Dîner ensemble tous les soirs, aide aux devoirs, jeux de société le week-end, promenade au parc avec Eros. Ce sont des choses simples, mais elles signifient tout. Et pour la première fois, Marcel comprend ce qu'il a manqué. Toutes ces années, concentré uniquement sur l'accumulation de richesses. Il manquait la vie, il manquait la connexion, il manquait l'amour. Daniel, après les enquêtes, reçoit une sorte d'amnistie. Bien qu'il ne soit techniquement pas un citoyen légal, les autorités créent un précédent spécial pour lui et d'autres substituts qui se sont manifestés. Ils reçoivent des papiers, une identité légale, le droit de vivre comme n'importe qui d'autre. Daniel choisit d'étudier le droit,
intéressé à se battre pour d'autres qui, comme lui, existent dans des zones grises de la légalité. Il devient un avocat activiste, utilisant son histoire pour aider les autres. Et lui et Marcel deviennent amis, unis par leur expérience commune. Étienne remporte des prix pour son reportage. Mais ce qu'il apprécie le plus, c'est de savoir qu'il a fait une réelle différence, qu'il a aidé à dénoncer une profonde injustice, et que, ce faisant, il a aidé à sauver des vies. Il continue d'enquêter sur les développements de l'affaire et rend occasionnellement visite à Marcel et Raphaël, partageant des mises à jour et des histoires. 1 an après que tout a commencé, un dimanche matin très semblable à celui où Luc est apparu à sa porte, Marcel se réveille et se rend dans la chambre de Raphaël. Le garçon dort avec Eros enroulé à ses pieds. Marcel observe la scène et ressent une profonde gratitude pour tout ce qu'il a traversé, pour toutes les leçons qu'il a apprises, pour toutes les personnes qui sont entrées dans sa vie et l'ont transformé. Raphaël se réveille en s'étirant. « Bonjour, papa. » C'est étrange, mais Marcel ne se lasse jamais d'entendre ce mot. « Papa. » Un mot si simple, mais qui porte un univers de sens. « Bonjour, mon fils. Bien dormi? J'ai rêvé de Luc. Et de maman. Ils étaient ensemble. Ils parlaient. Et ils étaient heureux. Je crois qu'elle est fière de lui, de ce qu'il a fait. » Marcel sent ses yeux brûler. Je suis sûr qu'elle l'est, fière de lui, et de toi, et peut-être, juste peut-être, un peu fière de moi aussi, pour avoir enfin fait ce qu'il fallait. Raphaël s'assoit dans son lit, regardant sérieusement Marcel. « Tu fais toujours ce qu'il faut maintenant, papa. Toujours. Et je suis heureux, très heureux. On a une bonne maison, un chien sympa, des amis, l'école. Et on sait l'un l'autre. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Marcel serre son fils dans ses bras, ressentant une plénitude qu'il n'aurait jamais cru possible. Il pense à Hélène, à combien elle aurait aimé voir son fils ainsi, à comment elle, avec sa foi inébranlable, a toujours cru que Marcel finirait par faire le bon choix. Et il espère que, où qu'elle soit, elle le sait qu'il a enfin appris, enfin compris, qu'il est enfin devenu l'homme qu'elle a toujours vu en lui. Cet après-midi-là, alors que Raphaël joue dans le jardin avec Eros, le téléphone de Marcel sonne. C'est un numéro inconnu. Il répond avec prudence. « Marcel ?» C'est la voix de « Luc, ça fait si longtemps. Comment allez-vous ?»« Luc, Raphaël va être si heureux de t'entendre. Nous allons bien. Très bien. Et toi? Où es-tu? Dans le sud-est. À Lyon. J'ai trouvé un endroit tranquille. Je travaille. Tu y crois? Dans une librairie. Rien de très glamour, mais j'aime ça. Et j'ai rencontré des gens, de bonnes personnes. Je construis quelque chose, une vie, ma propre vie. » Il y a une émotion sincère dans sa voix, un bonheur qui n'était pas là avant. « Je suis si heureux pour toi, » dit sincèrement Marcel. « Tu le mérites. Tout, le bonheur du monde. Merci. Et il y a autre chose. J'ai rencontré quelqu'un, une femme. Mon histoire ne la dérange pas. Elle dit que ce qui compte, c'est qui je suis maintenant. Et pour la première fois, je crois que j'apprends qui je suis. Et c'est bien, c'est très bien. » Marcel sourit, des larmes de joie coulant sur son visage. « C'est merveilleux, Luc, vraiment merveilleux. Tu dois venir nous voir, l'amener. Je veux la rencontrer. Et Raphaël voudra te voir. Je viendrai. Bientôt. Promis. Et Marcel, merci pour tout. Pour m'avoir donné la chance de découvrir que je pouvais être plus, pour avoir cru en moi, pour m'avoir traité comme un humain quand le monde entier me voyait comme une aberration. » « Tu n'as jamais été une aberration, » dit fermement Marcel. « Tu as été, et tu es, l'une des personnes les plus courageuses et humaines que j'ai jamais rencontrées. Et tu auras toujours une place ici, dans notre famille. Parce que tu es de la famille. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. » Quand il raccroche, Marcel va dans le jardin et parle de l'appel à Raphaël. Le garçon est radieux, faisant promettre à Marcel qu'ils se prépareront à recevoir Luc de la meilleure façon possible. Et pendant qu'il planifie la visite, Raphaël dit quelque chose qui résume tout. « On a commencé bizarrement, n'est-ce pas, papa? Avec 2 de toi. Mais à la fin, je crois que ça devait être comme ça. Parce que maintenant, on a 2 fois plus d'amour. Et l'amour, ce n'est jamais de trop. Marcel est d'accord.
serrant son fils dans ses bras pendant que Eros court autour d'eux. Non, mon fils, l'amour n'est jamais de trop, et il est reconnaissant. Reconnaissant pour le dimanche qui a tout changé. Pour l'homme avec son visage qui est apparu à sa porte. Pour le garçon qui lui a appris à aimer. Pour tous les défis qui l'ont forcé à grandir. Et pour cette famille étrange, impossible, mais absolument réelle, et pleine d'amour qu'il a maintenant. Et tandis que le soleil se couche sur la ville, peignant le ciel de tons orange et rose, Marcel sait qu'il a enfin trouvé ce qu'il a toujours cherché, sans le savoir. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le contrôle, c'est la connexion, c'est l'appartenance, c'est l'amour, et c'est être présent, chaque jour pour les personnes qui comptent, pour son fils, pour sa famille, pour la vie qu'ils ont construite ensemble à partir de l'impossible, parce que parfois, les plus grands cadeaux viennent dans les emballages les plus improbables, et parfois, la personne qui frappe à votre porte tenant la main d'un enfant, avec votre propre visage se reflétant vers vous, n'est pas une menace. C'est une bénédiction, une opportunité de recommencer, une chance de devenir celui que vous auriez toujours dû être. Et Marcel, enfin glorieusement, a saisi cette chance.